Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de APE, Agir pour l'environnement, votre rendez-vous hebdomadaire entièrement consacré à l'environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'érosion des sols. Et si tout Mayotte devenait un désert, ou un pazza comme on dit ici, ça semble irréel, et pourtant, si rien n'est fait, on pourrait assister à un tel désastre. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Comment on peut agir? Est-ce que l'on peut agir sur l'environnement pour éviter ce genre de désastre? Oui, c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de APE, nous allons comprendre ce qu'est l'érosion des sols. Nos équipes sont parties à la rencontre de celles et ceux qui se battent chaque jour contre ce phénomène. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, des professionnels de ce secteur à Mayotte, Frédéric Tronel, directeur régional du BRGM à Mayotte, Marc Sotovial, adjoint au chef de service environnement prévention des risques de la DEAL, et Swabadine Chanfi, agriculteur. En fin d'émission, on va retrouver Anne-Constance Onguena avec tous les petits gestes simples qui peuvent tout changer. Nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui tentent de reboiser, celles qui se battent contre ce phénomène. Regardez ce reportage signé Pierre Bellucci, Leslie Limenet et Abbas Alidi. L'homme de lettres Pierre-Jacques Elias affirmait que la sagesse de la terre est une complicité totale entre l'homme et son environnement. À certains égards, l'érosion des sols naît du processus inverse. Mais au fait, connaissez-vous les causes de l'érosion à Mayotte? Hélas, non. J'ai un peu entendu parler, mais non, pas vraiment. Il me semble que c'est en partie dû à la déforestation. Des sols sur lesquels on a enlevé tous les arbres, qui ne peuvent plus retenir la terre. Il y a la déforestation, il y a culture sur brûlis. Culture sur brûlis, du coup ça appauvrit les sols et ça fait qu'on a une partie des sols qui s'en vont avec la pluie dans la mer. Chantier de construction, talus non végétalisés, pistes, absence de couverture végétale, terre mise à nu avant de nouvelles cultures, plantation inadaptée sur sol en forte pente ou encore déforestation. À Mayotte, la forte pression anthropique tend à accélérer le phénomène d'érosion, favorisant ainsi l'émergence de pazzas non naturels. Le pazza à Mayotte, c'est une zone où il n'y a plus de végétation, où on se retrouve face à la roche qui affleure. C'est un phénomène qui est lié à des facteurs naturels, du fait de la roche qui est volcanique, des pluies torrentielles, du relief, on peut avoir ça. Mais le cas qu'on rencontre beaucoup en forêt, c'est le fait que les pazzas se créent par les impacts humains. Les perturbations successives, les incendies, les coupes de bois, des coupes de bois pour mettre en culture, des cultures qui ne permettent pas de préserver le sol. On recense aujourd'hui près de 700 hectares de pazzas à Mayotte, soit autant que de mangroves ou de forêts primaires. Pour lutter contre le phénomène en milieu naturel, l'État et le Conseil départemental ont engagé des gardes forestiers. L'Office national des forêts et le service départemental des ressources forestières travaillent ainsi main dans la main afin de lutter contre les pratiques qui favorisent l'érosion des sols. Mais la tâche est loin d'être simple. On se trouve juste devant une zone qui a été déforestée. Donc il y a moins d'un an, ici on était en pleine forêt, dans une zone qui avait été reboisée sur du pazza. Et aujourd'hui ce que vous voyez, c'est donc une zone qui a été replantée sur du manioc et en deuxième plan de la banane. Ça fait partie des infractions les plus couramment détectées par les gardes forestiers en forêt. Et comme vous le voyez, ça peut être très rapide et c'est malheureusement c'est une grosse perte en biodiversité parce qu'avant il y avait de la faune et de la flore qui vivaient ici. Les sols érodés n'accueillent plus aucune biodiversité, ne sont plus utilisables pour l'agriculture et se transforment bien souvent en sédiments qui recouvrent et asphyxient les récifs coralliens. C'est notamment le cas dans les zones urbaines où lors des fortes pluies, de dangereuses coulées de boue déferlent les pentes. Il y a beaucoup d'espaces dans les zones urbaines qui ne sont pas recouverts ni par la végétation, ni par le goudron, et qui donc peuvent être régulièrement emportés par les pluies. On a tous vu des grandes pluies dans les villages, et on voit à quel point parfois ça crée des courants d'eau
de couleur marron qui charrient des quantités de sédiments qui vont ensuite dans le lagon. Pour lutter contre l'érosion des sols et l'envasement du lagon, les naturalistes sont au cœur du projet Les Selames, piloté par le BRGM et mené en partenariat avec le CIRAD, l'IRSTEA ou encore la CAPAM. Objectif, faire émerger une prise de conscience collective afin que chacun adopte des techniques limitant au maximum les pertes de sol, tant en milieu urbain qu'en zone agricole. On va retrouver nos invités sur le plateau. Frédéric Tronel, directeur régional du BRGM ici à Mayotte. Frédéric, bonjour. Bonjour. On a également Marc Sotovial, adjoint en chef du service environnement prévention des risques de l'ADEAL. Marc, bonjour. Bonjour à tous. Et puis Swabadine Chanfi, qui est cultivateur, agriculteur. Bonjour. Bonjour. Et puis forcément, on a Anne-Constance que l'on va retrouver également en fin d'émission. Bonjour Anne-Constance. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, quelles sont les principales causes de l'érosion des sols? Frédéric, il y a une vraie raison. L'érosion des sols à Mayotte est principalement due aux fortes précipitations tropicales. La pluie, donc. Hein. La pluie qui a lieu 6 mois de l'année. On a un cumul de 1400 mm sur des terrains qui sont très pentus. On a 63% du territoire qui est avec des pentes supérieures à 15%. Ouais. Et le choc des précipitations sur des formations qui sont fragiles. Hein. Moi, je parle des terres rouges argilo-sableuses que tout le monde peut voir dans le panorama, mais également dans le lagon suite à une pluie. Donc aujourd'hui, il y a peut-être un petit phénomène d'érosion lié au vent, mais c'est principalement la pluie. Il y a un projet qui s'appelle le ZELAM. Alors, c'est un projet qui découle de la feuille de route érosion qui a été bâtie par l'ADEAL et par les services de l'État. Le projet Les Selames que le BRGM a coordonné avec d'autres partenaires scientifiques avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de comprendre, de quantifier et de caractériser les phénomènes d'érosion. Hein, et pour cela, on a fait des observations. On a créé un observatoire sur des bassins versants, sur des parcelles qu'on a installées sur des terrains agricoles, en couverts forestiers, sur des pazzas, et puis même sur des zones d'habitat, sur des talus routiers. Le deuxième objectif, c'était de créer des démonstrateurs pour montrer aux différents acteurs quelles étaient les actions de remédiation, les actions de lutte contre l'érosion sur les différentes typologies de terrain. Et le troisième objectif, c'était de sensibiliser l'ensemble des acteurs, parce qu'aujourd'hui, toutes ces méthodes, il faut les transmettre. Marc Sotovial, si on fait rien, qu'est-ce qui risque de se passer ? Comme l'a expliqué avec justesse Frédéric, c'est un phénomène d'accumulation et en particulier pour le monde rural, c'est la disparition de la couche arable, celle qui est la plus riche et celle qui permet aux agriculteurs, aux cultivateurs d'avoir les meilleurs rendements. C'est ça le risque pour Mayotte? C'est le principal risque? Déjà, il faut savoir que 80% de la production agricole qui est consommée est produite par les agriculteurs de Mayotte, donc c'est pas négligeable. Donc il faut bien sûr mettre en œuvre tous les moyens techniques, conseils, pour pouvoir éviter cette érosion agricole. Mais il n'y a pas que l'érosion due à des phénomènes agricoles. Les phénomènes d'urbanisation aussi, d'anthropisation, aseptise des surfaces importantes où l'eau pourrait donc s'infiltrer et éviter ce ruissellement qui dégrade, qui grignote, je vais dire, petit à petit les terres de Mayotte et qui, in fine, tout le monde le voit, hein, malheureusement, elles ont leur déversoir naturel dans le lagon, quoi. Forcément. Et ceux qui plongent, ceux qui aiment le récif frangeant, s'aperçoivent qu'au fur des années, ce récif frangeant, il s'étouffe, quoi. Et en conséquence, il y a l'économie aussi derrière, qui va avec, des pêcheurs, du tourisme. Hein, il faut tout mettre ça sur le compte un petit peu aussi de cette érosion. D'où l'idée à partir de 2012 de l'ADEAL de lancer une feuille de route érosion. Les pouvoirs publics l'ont soutenu et des spécialistes, hein, comme le BRGM, comme d'autres organismes, le CIRAD, l'IRSTEA, ont travaillé sur ce dossier-là. Et maintenant, on passe dans une phase beaucoup plus opérationnelle, hein, avec des guides aussi de bonnes pratiques qui vont sortir. Alors, tout ça, c'est le côté professionnel, avec des spécialistes, etc. Mais
Frédéric, est-ce que nous, au quotidien, nous, citoyens lambda, on peut agir aussi pour lutter contre l'érosion, ou c'est que les professionnels qui pourront régler le problème? Non, bien sûr, je pense qu'on peut régler les problèmes à tout niveau. Oui. Aujourd'hui, on a les impacts, ils sont de trois ordres. Il y a des impacts sur l'agriculture. Oui. L'impact sur l'agriculture, c'est des problèmes d'appauvrissement des terres. Oui. Aujourd'hui, la solution en termes d'agriculture, c'est de couvrir les sols de façon à ce qu'il y ait moins d'impact des pluies et une érosion moins forte. Oui. Donc couvrir, ça peut être du paillage, mais ça peut être également des cultures associées, c'est-à-dire conserver des arbres fruitiers, dessous on met des bananiers, et puis on va mettre des niébés, de l'embrévade, et éventuellement encore un peu de paillage, des ananas en bas de parcelle, tout ça pour retenir l'érosion. Au niveau des zones urbaines, effectivement, il y a un travail à effectuer au niveau des jardins particuliers, parce qu'aujourd'hui les jardins particuliers, on a constaté qu'il y avait aussi beaucoup d'érosion. Ouais. Pourquoi? Parce que des fois, il y a le paillage en jardin urbain, c'est souvent considéré comme un manque d'entretien. Oui. Donc aujourd'hui, on peut planter, on peut arborer. Oui. Donc tout ça, il y a des projets localement, des associations qui vont mettre en place des jardins pilotes pour démontrer que les choses peuvent évoluer. Après, il y a un travail à faire au niveau des collectivités, des aménageurs, des sociétés de travaux publics. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au niveau des travaux de terrassement en zone urbaine, au niveau des talus. J'ai un exemple qui est criant. On a fait un démonstrateur au niveau d'un talus, donc avec une parcelle qui était vierge. Et sur une parcelle à côté, on a planté ce qu'on appelle du vétiver, qui est une plante qui ancre bien les terrains et qui stabilise les talus. Au bout de la première année, on a eu 2,5 fois moins d'érosion. Ça fonctionne alors. Et la deuxième année, on a eu 6 fois moins de... Donc les solutions, elles existent vraiment. Les solutions, elles existent. Et après, pour les chantiers, après, il y a des chartes qui peuvent être mises en place. Ouais. On a la chance d'avoir Monsieur Chanfi, Sobadine Chanfi, il est cultivateur, il est agriculteur. Dans votre quotidien, ça a quoi comme conséquence l'érosion? En tant qu'observateur qui a un recul quand même de plus de 40 ans sur ce territoire, à l'origine de l'érosion, nous on a constaté d'abord c'était les histoires de Padza. Nous, les Padzas, c'était des endroits où on allait faire la glisse. Ouais. Mais il faut dire, à cette époque-là, on n'était pas nombreux. Ouais. Et donc, je veux dire, quand vous regardez tout autour, il y avait un écosystème qui fonctionnait à merveille. Et donc, avec nos grands-parents, il y avait tout un système qui était réfléchi pour cantonner ces histoires d'érosion. Et donc, il n'y avait pas cette érosion, ces eaux boueuses qu'on voit aujourd'hui. Or, notre problématique qui est posée, c'est la démographie galopante qu'il y a sur ce territoire. Qui est un facteur, en tout cas, très accélérateur de la problématique. Au-delà, je souhaitais aussi relativiser quand on dit que l'eau ou la pluie est un facteur d'érosion. Je dirais plutôt c'est la mauvaise gestion ou le manque de gestion de ces eaux de ruissellement qui fait qu'on a... Frédéric, voilà, les canaliser... Tout à fait. Non, pas forcément les canaliser. Encore une fois, la nature, elle est bien faite. La nature, elle est bien faite. Malheureusement, si on ne respecte pas la nature, si on ne connaît pas l'écosystème terrestre comme tel qu'elle fonctionne, effectivement, on est amené à faire des choses pas très bonnes dans la vie quotidienne. Et je veux dire par là, moi, encore une fois, le recul historique me dit, à l'époque, des exploitations qu'on faisait, en tout cas avec nos grands-parents, on avait effectivement des massifs, donc des grands arbres, manguiers, jacquiers et tout ce qui est cocotier. Et ces choses-là faisaient qu'effectivement, la logique de la goutte d'eau de pluie qui partait en haut et qui n'était pas retenue, si ce n'est par comment dire, la gravité, en tout cas par le frottement de l'air, faisait que quand elle arrive effectivement sur un massif en haut, tombe et cette goutte d'eau s'éclate et devient en fait voilà, une pluie fine. Et quand on a encore une fois ce strate qui est fait ainsi, où on a effectivement des grands arbres, en dessous vous avez du sous-bois et après vous avez du couvrant, mais nos grands-parents, la culture avant se faisait comme ça. Et du coup, l'eau, qu'est-ce qu'elle faisait quand elle arrivait, les pluies, eh ben, au lieu d'aller éroder, qu'est-ce qu'elle fait? Une fois qu'elle s'est éclatée, eh ben, elle rentrait finement dans la terre et donc ça régénérait les nappes phréatiques qui faisaient qu'on avait, nos ravines étaient regorgées d'eau toute l'année, chose qui n'est pas aujourd'hui. C'est quoi un risque naturel? Parce qu'on l'entend souvent, cette expression. Le risque naturel, ça veut dire qu'il y a un risque, mais c'est la faute de personne. Non, c'est pas tout à fait le cas. Au niveau national, on a recensé 8 risques naturels et Mayotte en comporte 6. 92% du territoire mahorais est soumis à un aléa. Donc c'est pas négligeable, et plus de 40% à un aléa fort. Donc
on peut pas. L'érosion est peut-être un facteur aggravant pour certains risques, comme le glissement de terrain. Ouais. Mais on l'a vu à Kungu et ailleurs. Voilà, on a vu récemment des glissements de terrain avec des morts, quoi. Hein. Malheureusement. Hein, donc les risques naturels sont présents à Mayotte. 6 sur 8 du niveau national. Et je redis, 92% du territoire de Mayotte est concerné par un risque naturel. Voilà. On est en danger partout quasiment. Il faut vivre avec le risque. Mais faut l'anticiper. Faut l'anticiper. On connaît, on peut le gérer. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on parlait de l'érosion. Ça a un impact aussi beaucoup sur les inondations. Parce qu'aujourd'hui, on a des ruissellements qui sont de plus en plus intenses, des temps de concentration qui sont élevés, et malheureusement, les eaux peuvent pas s'évacuer comme ça rapidement. Donc, on a des risques d'inondation qui sont accrus. On parlait de feux de forêt. C'est un risque aussi, les feux de forêt. Bon, après, c'est la culture se brûler, effectivement, là pareil, on déforeste et on remet les sols à nu. Donc voilà, tout ça c'est lié un petit peu. Donc aujourd'hui, on connaît les moyens de remédiation et de confortement des méthodes. Beaucoup de gens disent que, peut-être à tort, Sobadi, vous allez nous le dire, que l'agriculture a sa part de responsabilité dans l'érosion des sols. Forcément, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Encore une fois, c'est pas l'agriculture en elle-même qui est facteur d'érosion. Encore une fois, c'est les pratiques. En tout cas, qui sont peu regardantes, en tout cas de l'environnement. Puisque je reprends, en tout cas, moi, le projet l'Islam que j'ai lu en diagonale, mais j'ai aussi repris deux rapports que j'ai eus, qui datent effectivement d'avant, notamment de 2012, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que je lis? Et c'est là où, moi, encore une fois, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je vois dedans? On fait que essayer de nous relater une évidence, mais d'une manière scientifique. Par contre, je cherche les solutions. Moi, dans ce rapport-là, j'aimerais voir des solutions. Les solutions, c'est quoi? Mais oui, mais le reboisement, qu'est-ce qu'on en a fait? Aujourd'hui, ce que vous dites là, les inondations, par exemple, les inondations, ils sont dues effectivement à ce manque de couvert végétal. Aujourd'hui, ces eaux de ruissellement, je le dis, et nous, effectivement, dans d'autres problématiques sur la crise de l'eau qu'il y a eu, on a demandé à ce qu'on ait un schéma directeur de ces eaux pluviales, pour permettre effectivement d'éviter notamment l'inondation, puisqu'on est dans des dynamiques d'inondation aussi aujourd'hui dans les villes, mais aussi on demande à ce que ce schéma-là puisse permettre d'éviter tous les risques de pollution et toutes les dégradations qu'on voit sur le lagon. Est-ce qu'il y a des sanctions, pour conclure messieurs, est-ce qu'il y a des sanctions? Ce que vient de dire Sobadine est loin d'être dénué de tout sens. Est-ce que la solution passe aussi par les sanctions? Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Aujourd'hui, il y a des solutions. Et notamment, quand j'ai indiqué au niveau des services de l'État, moi, je prends par exemple l'arrêté sur les bonnes pratiques des conditions environnementales et agricoles. Pourquoi il n'est pas appliqué ici? C'est-à-dire sur les... Voilà, tout à fait. C'est-à-dire tout simplement, juste pour terminer, tout simplement sur les routes, qu'est-ce qu'on fait pour créer des bandes enherbées aux abords des routes? Qu'est-ce qu'on fait pour créer effectivement ces corridors végétaux aux abords des rivières? Qu'est-ce qu'on fait pour, tu vois, il y a des gens qui travaillent. Hein? Oui, il y a des gens qui travaillent, mais ça fait des années, on voit rien. Je suis désolé. C'est pas le lieu. Je suis désolé. Dans le micro, Frédéric, dans le micro. Je voudrais parce que vous ne travaillez pas avec la population. Mais si, justement, c'était le projet l'Islam, justement, on travaille avec la population, on travaille avec les associations, on travaille avec les agriculteurs. Aujourd'hui, effectivement, dans le projet l'Islam, et notamment dans la première phase, on n'a pas abordé les problèmes socio-économiques. Donc on a abordé l'érosion dans le sens général. Aujourd'hui, il y a quand même une évolution, alors qui est peut-être due à tout ce que vous avez dit. Il y a une évolution de l'agriculture avec de la monoculture, de manioc, dans le sens de la pente, etc., qui n'ont rien à voir avec la culture mahoraise, du jardin mahorais, qui est, elle, très respectueuse de l'érosion, et puis qui permet aussi de garder une certaine humidité des sols. Enfin, ça a tout un tas d'avantages. Donc aujourd'hui, nous, on a raisonné, effectivement, d'un point de vue scientifique dans une première phase. On a fait des constats qui n'étaient pas si évidents pour tout le monde, de constater qu'effectivement, en zone périurbaine et sur les jardins urbains, on avait énormément de dégradation. Donc aujourd'hui, on va attaquer une deuxième phase. On va fédérer, on va élargir, on va communiquer auprès des gens, on va modéliser tous ces phénomènes de façon à ce qu'on puisse avoir un aspect stratégique de prospective pour les élus, les collectivités, les aménageurs. Donc à plus long terme. Il faudra du temps. Il faudra du temps. Il y a des choses qu'on peut mettre en place rapidement, mais bon, je veux dire, la construction, il y a beaucoup d'autoconstruction.
l'érosion. Les gens savent pas comment gérer un chantier. Donc ça s'apprend. On va mettre en œuvre tout un tas de... Marc, en conclusion, Swabadine disait à l'instant, il y a le feu au lac. Est-ce qu'il y a des solutions d'urgence à mettre en place? J'ai été là de 89 à 95 au service des eaux et forêts. Et on a beaucoup œuvré dans un premier temps. C'est vrai qu'on allait à l'urgence. Et l'urgence, c'était ce que disait M. Swabadine, c'était les PADZA. Donc on a beaucoup œuvré sur les PADZA. On a beaucoup reboisé les PADZA. Et c'est vrai que maintenant, pour convaincre aussi les financeurs, il nous fallait passer par cette étape, je vais dire, scientifique, de remédiation avec les agriculteurs par la CAPAM. Et là, maintenant, on va être dans des solutions plus techniques, on va dire. Et c'est vrai que moi, je veux rendre aussi hommage aux collègues du département, le service forestier, l'ONF, qui œuvrent tous, la CAPAM, qui œuvrent tous pour... limiter les images que l'on voit là du lagon envahi par ces eaux latéritiques dues à l'érosion, la déforestation, vous l'avez très bien expliqué, la goutte d'eau, le splash qui arrive en bas, s'il n'a pas eu tous les étages pour ne pas éclater. C'est très clair. Et puis derrière, il y a, et vous l'avez dit aussi, et je veux repartir là-dessus, c'est l'eau. On a eu l'année dernière... un épisode, vous l'avez relaté, donc la recharge des nappes phréatiques, elle va avec la forêt. La forêt, la couverture végétale, c'est une éponge. Et quand l'éponge, elle disparaît, le bien le plus précieux qu'a l'homme, c'est-à-dire l'eau, il disparaît. Et les problématiques, il faut bien les analyser, il faut mettre le doigt sur le bon endroit. Les trois bassins versants qu'on va travailler avec l'ESLAM, je me permets de compléter, on va extrapoler les faciès sur l'ensemble des bassins versants de Mayotte, de façon à pouvoir mettre l'argent public, parce qu'on n'en a pas non plus, ça tombe pas du ciel, donc on va mettre cet argent public au meilleur endroit pour pouvoir lutter le plus efficacement possible. Ça, c'est mon espoir, mais je pense que... vous y croyez? J'y crois. Moi, je ne serais pas là, je ne serais pas revenu. On y croit tous. Merci, vous restez avec nous, puisque tout de suite, on va retrouver Anne-Constance Onguena, et on va essayer de découvrir avec elle les petits gestes au quotidien que l'on peut avoir pour lutter également contre l'érosion. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Rebonjour. Oui. On nous dit, Anne-Constance, que 50% des terres labourables seraient dégradées par l'érosion. Un faux ou un tox? Un faux. On compte à travers le monde 1,5 à 2 milliards de hectares de terres labourables, dont 50% seraient dégradées. Donc si la terre est dégradée, ça veut dire qu'elle est moins productive pour l'alimentation. Or, on est de plus en plus nombreux, donc on peut rapidement avoir un problème. On a des chiffres sur le territoire métropolitain. Sur 24% du territoire métropolitain, la mer gagne du terrain sur la terre. Est-ce qu'on a des chiffres comparables à Mayotte? Alors, on n'a pas de chiffres comparables à Mayotte. En revanche, il y a un exemple qui est important et intéressant et qui va dans ce sens. C'est l'exemple de Bouéni, où la mer gagne du terrain sur la terre et où certains habitants ont déjà été contraints de quitter leur maison. Ceux qui ont perdu leur maison ne la retrouveront pas. 80% de la biomasse mondiale vit dans le sol. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Alors la biomasse, déjà, c'est la matière vivante qui est contenue dans le sol. On considère qu'il y a 74 tonnes par hectare de cette terre de matière organique. Cette matière organique, elle absorbe les gaz à effet de serre. Donc elle ralentit le réchauffement climatique. Si la terre est dégradée, la Terre absorbe moins ce gaz à effet de serre. Alors 74 tonnes de terre, ça équivaut, pour Mayotte c'est important, à 361 km dans une voiture de 5 chevaux, donc la plupart des voitures occupées par une personne. Donc c'est énorme en fait. Sur les sols nus des PADZA, combien de tonnes de terre s'en vont chaque année dans le lagon? On a une idée? Ou ailleurs? Alors, sur les PADZA, il y a environ 20 tonnes de terre qui partent envaser le lagon chaque année. Et par comparaison, parce que c'est ça qui est important, sur une terre qui est cultivée normalement, telle que le décrivait M. Swabadine tout à l'heure, quand elle est cultivée sur de l'ilang avec un sol enherbé, il n'y a que 0,3 tonnes de terre qui partent dans le lagon, par exemple. D'où l'importance, effectivement, d'une agriculture structurée.
J'ai une mauvaise nouvelle. Vous n'aurez pas le temps de faire vos petits gestes parce qu'on a explosé le timing. On a entendu Marc, Frédéric et Swabadine. C'était extrêmement intéressant. Merci Frédéric. Merci d'être venu. Merci énormément Swabadine. Votre éclairage était très important pour nous. Marc, évidemment, les risques, on voit ce que c'est. Merci également Anne-Constance. Pardon, mais on a été obligé d'aller un peu plus vite. Nous, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'APE. Ça sera forcément sur la même chaîne, à peu près à la même heure, avec d'autres invités et d'autres sujets. Salut!